C'est avec une joie renouvelée que nous vous retrouvons sur ce plateau de Cause à effet. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. C'est une question qui intéresse et pas qu'un peu. En tant que chrétien, peut-on vivre ensemble après la dot en Côte d'Ivoire? Nous en parlons avec le prophète Don Céleste Nabi, dit le Kohen Gadol. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma chère sœur. Alors, nous sommes également avec notre confrère journaliste Joël Azoussé. Shalom Joël. Shalom Martine. Alors pour les détails, ce sera juste après ce micro-trottoir, chers téléspectateurs. Je trouve que ce n'est pas normal et ce n'est pas à encourager. Il faut même décourager cela. Le mariage, c'est un truc assez sérieux. Une dot, c'est une dot. Mais il y a le mariage qui est derrière. Bon, je donne une dot, alors je dois vivre avec madame ou monsieur. Non, ça ne se fait pas. Il faut vigoureusement décourager cela. Comment on appelle? Je veux dire qu'après la dot, sans le mariage, c'est du péché. À mon avis, je pense qu'on doit tout faire. Faire la dot, le mariage, tout, et puis comme ça, on peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble, mais après le mariage, bien sûr. Puisque, normalement, dans la Bible, il faudrait que l'homme et la femme soient mariés légalement à l'église d'abord avant de vivre ensemble. Donc, moi, je pense que normalement, ils ne doivent pas vivre ensemble s'ils ne sont pas mariés à l'église ou bien à la mairie. D'accord, vous étiez avec, en train de nous présenter des exemples. On a parlé du cas de Rebecca. Le troisième cas, c'est Michal, fille de David. Michal, fille de David. David, ça nous sommes dans Samuel 18. Michal aimait David, bien sûr que David aussi était intéressé. Mais quand il s'est agi de payer la dot, qu'est-ce que Saül, le père de Michal, demande? Vous connaissez la dot qu'il a demandé? C'est bizarre. Il demande 100 prépuces de Philistins. Regardez une dot qu'on demande 100 prépuces de Philistins. Pourquoi il a demandé cette dot? C'est pour que David, en partant au front, succombe là-bas. Mais dans tous les cas, David a payé cette dot-là. Il en a payé même au double. Il a envoyé 200 prépuces de Philistins. Donc il y a eu paiement de dot ici. Vous voyez, je vais laisser le dernier cas parce que je crois que j'avais exposé ça. Ça se rapporte à la mesure de jurisprudence sur Moïse dans Exode, où il est dit, si un homme séduit je vais lire pour vous, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Et la prendra pour femme. Donc il y a payé la dot et puis il y a la prendre pour femme. C'est deux choses différentes. La dot et le mariage ici dit traditionnel. Parce qu'on n'était pas dans notre monde moderne d'aujourd'hui hier. Vous voyez? Mais ça, les gens ont pris pour en faire n'importe quoi. N'importe quoi. La parole dit, si un homme, on n'est pas dans le cas régulier. Au commencement, là, dans le jardin d'Éden, c'est pas si un homme séduit une femme. C'est l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront seuls. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller séduire une vierge pour coucher avec elle abusivement sans passer par les liens du mariage. Parce que même Adam, avant de connaître Ève, il avait été marié par qui? Mais par Dieu. Dieu fut le premier mère. La première famille fut celle d'Adam et Ève. Vous savez ça au moins, non? Mais ces voyous-là, ils sont venus dans la foi pour institutionnaliser la fornication, pour institutionnaliser la souillure, pour institutionnaliser la débauche. Ils sont venus mettre le paganisme dans nos milieux chrétiens. Et nous disons non. Ils sont venus encourager la séduction, le vandalisme sexuel. Encore que vous allez me reprocher d'utiliser des grandes expressions. Ils sont venus légitimer les rapports sexuels avant le mariage. Ils disent non, il faut connaître la femme avant de se marier. Il faut la goûter. Comme une sauce. Elle dit que si tu la goûtes, quand elle ne te plaît pas, tu vas goûter une autre. Tu goûtes jusqu'à... Regardez, vous êtes des sommeliers sexuels, mais il y a un problème. Vous connaissez les sommeliers? Les goûteurs d'eau là et de repas. Vous êtes des échansons? Vous êtes des panetiers? Mais arrêtez tout ça. Aucun respect pour la dignité de la femme. C'est des voyous. Et quand je le dis, ils sont en colère. Je suis à vous. Le si implique une jurisprudence. Oh, mais absolument, monsieur Joël. Mais ça, c'est une jurisprudence pour mesure de réparation. C'est-à-dire que si tu as commis cette infraction là-dedans, ce n'est pas la norme, ce n'est pas l'institution, frère. C'est tout à fait logique, rationnel. Si tu as été voyou à ce niveau, dit Moïse, je paraphrase, il faut réparer ça ainsi. Mais les gens disent que la mesure de réparation là, c'est elle-même qui est l'institution. Mais quelle démagogie, quelle aberration intellectuelle. J'ai dit non.
Je suis à vous. Alors, avant d'en arriver au mariage civil, qui est le mariage par excellence qu'on connaît en ce moment, dans notre monde moderne, est-ce qu'on entend dire, un serviteur de Dieu, que la dot est condamnée par la loi ivoirienne? Est-ce que vous allez contre cela? Madame Wali, je vais me prononcer tout à l'heure par devant très clairement sur ça. Pour l'heure, laissez-moi finir la question de la dot. J'ai eu à parler de la dot dans l'Ancien Testament. J'aimerais bien parler de la dot dans le Nouveau Testament. D'accord. Maintenant, je vais faire une précision. Nous disons que tous ces gens mal intentionnés, acquis à la cause du diable, qui n'ont aucune maîtrise des règles de grammaire, qui viennent interpréter la Bible aux chrétiens dans le sens de leur perdition, qui sont à la base des génocides intellectuels, qui poussent les chrétiens à la fornication, ces criminels-là, ces vandales-là, nous allons leur livrer bataille jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons les dégommer de la Côte d'Ivoire. Je suis à vous. Vous faites allusion à quelqu'un particulièrement? Parce que vous parlez moi, je n'ai pas affaire aux personnes, j'ai affaire aux démons. Donc, je t'emporte toi et ton démon là, si tu n'es pas te repentir. Je suis à vous. D'accord. Donc, on en arrive au mariage, à la dot, au mariage traditionnel dans le Nouveau Testament. Voilà. Effectivement, il faut dire que dans le Nouveau Testament, il n'est pas tellement fait mention des questions de dot et de mariage traditionnel. Pourquoi? Parce que, de toute évidence, nous sommes dans la même culture juive, dans la même culture hébraïque. Donc, c'était le même peuple. Comme c'était le même peuple, ce n'était pas nécessaire pour les premiers disciples de vraiment en faire une doctrine particulière. C'était tout naturellement qu'ils vivaient la coutume de leur père. Les premiers chrétiens étaient des juifs. Donc ils pratiquaient tout naturellement leur tradition. Le seul test qui, de façon explicite, fait cas du mariage dans le Nouveau Testament, c'est le test de Jean 2 relatif aux noces de Cana, où des esprits en pleine élucubration s'adonnent à valoriser l'alcoolisme. Valoriser l'alcoolisme, le fait d'être alcoolique. Il ne dit pas le vin, il ne valorise pas le vin, parce que valoriser le vin c'est bon. Mais il valorise l'alcoolisme. Ça c'est dangereux. D'autres aussi viennent prétendre que, sur la base de ce passage, il faudrait passer par Marie pour parler à Jésus, comme si Jésus était un homme irresponsable et méchant. Marie serait donc plus bonne, plus disposée à écouter l'homme que celui qui est venu verser son sang à la croix. Ça, je l'ai déjà censuré dans une de mes émissions. Je suis à vous. Est-ce que vous serez capable de remettre en cause le sanctuaire marial, toute cette doctrine qui stipule qu'il faut forcément passer par Marie pour atteindre Dieu? Monsieur Azoussi, je ne suis pas le prédicateur qui vient condamner les doctrines des autres croyances. Les gens sont libres de croire en ce en lequel ils veulent croire. Mais je suis là pour présenter la saine doctrine. Celui qui veut adorer Marie, qui l'adore. Celui aussi qui veut adorer Jésus-Christ, qui l'adore. Celui qui veut adorer Jésus-Christ et Marie aussi, qui l'adore. Mais moi, je suis pour qu'on adore Jésus-Christ, le seul rédempteur qui n'a pas de co-rédemptrice. Le seul immaculé, à part lequel il n'y a pas d'autre immaculé. Le seul qui est effectivement, selon les Écritures, monté au ciel. Celui-là qui viendra pour juger les vivants et les morts. Celui qui a versé son sang pour l'humanité tout entière. Maintenant, cette Marie co-rédemptrice-là me pose problème. Par contre, la Marie de la Bible qui était respectueuse de Jésus, elle, je la respecte. Je suis à vous. Alors, votre position, serviteur de Dieu, sur la question de la dot, parce qu'on entend dire que la dot est condamnée par la loi ivoirienne. Est-ce que vous allez contre cela? Vous savez, Madame Wali, beaucoup de ceux qui parlent du mariage en Côte d'Ivoire sur la toile, beaucoup de ceux qui prêchent sur le mariage en Côte d'Ivoire, mais ceux-là, ils ignorent ce que dit effectivement la loi ivoirienne. Pour parler d'une institution, il faut savoir ce que les textes afférents de cette institution-là disent exactement. Il ne faudrait pas que nous prenions nos interprétations ou opinions pour les textes de la République. Ce que tu penses, c'est ce que tu penses. Mais ça n'a rien à voir avec les textes de la République. L'Église ne doit pas vivre dans une nation en faisant fi des textes et des lois de cette nation. Il faut que l'Église connaisse les textes de la Côte d'Ivoire. Et vu de Jésus-Christ au passage, je voudrais te poser une question. Que disent exactement nos textes en Côte d'Ivoire? Comment
ça peut ne pas avoir un exemplaire des textes relatifs au mariage et puis ça donner à des bénédictions des mariages? Comment c'est logique? Vous savez, dans l'ancienne loi relative au mariage en Côte d'Ivoire, voici ce qui était dit. Je vais commencer par pour ce qui est du mariage dit coutumier en Côte d'Ivoire. Les textes disent ceci. Dans la loi de 64, les mariages coutumiers antérieurs à 1964 ont les mêmes effets que le mariage civil, donc dit moderne. Bien sûr, s'ils ont été conclus conformément aux coutumes respectives des époux et s'ils ont été régulièrement déclarés à l'état civil ou contactés par jugement transcrit sur les registres de l'état civil. Par contre, les mariages coutumiers, surtout polygamiques, postérieurs à 1964, sont frappés de nullité pour bigamie. Dans la pratique, cela est contourné par l'entretien des maîtresses. Là encore, je suis clair, je vais être clair avec vous. Nous ne condamnons pas les gens du monde qui ont des maîtresses, qui entretiennent les maîtresses. Cela fait partie de leur ADN existentiel et de leur patrimoine et pratique. Mais en tant que chrétien, entretenir une maîtresse, tu es un païen. Je le dis encore. De le répéter pour vous. Je dis en tant que chrétien, si tu entretiens une maîtresse, tu es un païen. Voilà. Ce que je viens de dire, avant 1964, nos parents qui avaient fait la dot, leur mariage là, si ça a été cette dot, ce mariage traditionnel, si ça a été fait selon les règles de leur peuple, ce mariage là avait valeur de mariage dit civil. Mais après ça, la loi ivoirienne dit que si tu t'es marié de façon traditionnelle, ton mariage là n'a pas valeur de mariage civil. Et en tant que chrétien, si tu n'es pas marié devant les autorités étatiques, que tu vas avec ta femme, mais tu es dans la fornication. Je vais maintenant au mariage dit légal. Vous avez une question avant que je continue? Toujours encore de voir le mariage légal. Le mariage légal doit être célébré par un officier civil pour produire des effets légaux. Donc quand tu couches une femme en tant que chrétien, et ton mariage n'a pas été scellé devant les autorités étatiques, mais tu es dans la fornication, ton mariage n'a pas d'effet légal. La loi n'accorde aucune valeur juridique au mariage religieux coutumier en Côte d'Ivoire. Je le répète, je le dis, la loi n'accorde aucune valeur juridique au mariage religieux coutumier. Et là, je vais interpeller nos sœurs qui sont dans le concubinage notoire. Là, je suis d'accord avec le roi français Napoléon. Napoléon dit que les concubins ignorent la loi et la loi aussi les ignore. Ça veut dire que si tu es dans le concubinage, que tu meurs, que ton conjoint la meurt dedans, tu n'auras en fait, il abuse de toi parce que tu n'auras aucun droit. Si tu avais un homme qui est marié à une femme, il n'a pas encore divorcé, puis toi tu es dans le concubinage avec lui, le jour où il vient à décéder, là, tous les droits sont pour l'autre femme, hein, parce que c'est elle que la loi reconnaît. Maintenant, au niveau religieux en Côte d'Ivoire, je vais préciser qu'en dépit de la laïcité, l'État ivoirien n'ignore pas totalement le mariage religieux, mais il lui préfère le mariage civil. Il lui préfère le mariage civil. C'est d'ailleurs pour cela qu'en Côte d'Ivoire, l'État exige que le mariage civil soit célébré avant le mariage religieux. Et la loi précise que l'union religieuse n'a simplement pour les époux qu'une valeur spirituelle. Donc ce n'est pas normal pour un pasteur d'aller bénir une union conjugale dans le contexte chrétien alors que les gens ne sont pas passés à la mairie. Mais c'est de l'imposture, c'est du faux. C'est du faux. Ça, c'est ce que nous dit la loi de 1964. Et cette loi-là, elle a été amendée, sinon révisée. Ce qui a donné la nouvelle loi de 2019 relative au mariage en Côte d'Ivoire, que beaucoup de chrétiens et pasteurs ignorent d'ailleurs. Alors la question qui se pose tout naturellement est bien celle-ci. Dans la nouvelle loi de 2019 relative au mariage en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Qui a été de nouveau? Mais il faut que chrétien, pasteur, il faudrait que vous sachiez ce que la nouvelle loi de notre République dit sur le mariage. Je suis à vous. Relativement à la question que Martine m'a posée tout à l'heure, je pense que je n'ai vraiment pas eu satisfaction. Est-ce que clairement la dot est condamnable par le législateur ivoirien?
Monsieur Azoussé, je vous dis que j'ai une pédagogie. Je vais répondre à ça, ne vous pressez pas. Mais je ne veux pas des réponses isolées. Je veux quelque chose de consistant qui s'inscrive dans quelque chose de clair. Je ne fuis pas les questions, ce n'est pas ma tradition. Voilà, je suis à vous. Alors, on entend dire à un serviteur de Dieu que dans la Bible, la dot, c'est le mariage. Et donc, si la dot, c'est le mariage, cette parole de Dieu là devrait s'appliquer à tous. Alors, ma question est de savoir, est-ce que la parole de Dieu diffère-t-elle du fait qu'on se trouve dans un pays ou dans un autre? Est-ce que la parole de Dieu est fonction de la position géographique d'une personne? De quelle Bible vous parlez? Parce que la Bible a 2 volumes, hein. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous parlez de quelle partie de la Bible? De l'Ancien Testament notamment. Ah, le Nouveau ne vous intéresse pas trop. Hein. Vous êtes encore sous l'Ancienne Alliance? C'est ce qu'on entend dire, hein, parlant de la dot. Je viendrai à cette question tout à l'heure. Allons-y. D'accord. Je vais être clair une fois pour toutes. Voilà, allons-y. Avant donc d'en arriver à la nouvelle loi que vous citiez tout à l'heure relative donc au mariage concernant l'année 2019, dites-nous ce que dit exactement la loi d'autrefois, celle de 1964. Alors, tout à l'heure j'ai parlé du cas de la dot. Avant 64, qui avait valeur de mariage civil, donc légal, et la dot après 64, qui est frappée de nullité d'un point de vue juridique. Maintenant, l'article 21, en son chapitre 3 de la loi numéro 64-381 du 7 octobre 1964 relative au mariage, punissait, écoutez-moi bien, punissait de peine d'emprisonnement et d'amende celui qui a sollicité ou agréé des offres ou promesses de dot, celui qui a sollicité ou reçu une dot, celui qui a usé d'offres ou de promesses de dot, ou celui qui a cédé des sollicitations tendant au versement d'une dot. La loi punissait d'une peine de quoi? D'emprisonnement et d'amende. C'est-à-dire que le législateur, dans la loi de 1964, interdisait donc la dot clairement. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Vérifiez. Mais là encore, il fallait bien comprendre ce que la loi entend par la notion de dot. Et justement, l'article 20 de la loi précitée tout à l'heure définit la dot comme étant une institution qui consiste dans le versement au profit de la personne ayant autorité sur la future épouse par le futur époux ou la personne ayant autorité sur lui, d'avantages conditionnant la réalisation du mariage traditionnel. Voici ce qui est défini comme la dot selon le législateur ivoirien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en arrivions à la loi de 2019? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans la majorité des coutumes ivoiriennes, la dot est perçue comme le mariage en lui-même. Donc le mariage civil, bien évidemment, est vu comme une formalité que les personnes coutumièrement mariées sont libres d'accomplir ou pas. Est-ce que vous voyez le fait? Ça, nous sommes dans les années 60. Dans ces conditions-là, le législateur ivoirien, au lendemain de l'indépendance, a perçu un problème par rapport à l'unité de la nation que les dignitaires de l'État voulaient. C'est pour cela qu'ils ont réprimé la pratique de la dot. J'en reviendrai au détail. Maintenant, face à cette prohibition de la dot, voici les questions qui ont été naturellement, que les uns et les autres se sont naturellement posées au cours des années. La prohibition de la dot dans la loi de 1964 était-elle une négation du droit coutumier au profit du droit français jugé plus accompli? Est-ce que c'est parce que on voulait bafouer la culture africaine au profit de la culture occidentale? L'autre question, la politique d'assimilation de l'époque appliquée pendant la colonisation incluait-elle que même devenue indépendante, la Côte d'Ivoire adopte-t-elle littéralement le droit français dans toutes ses dispositions? Les gens ont vu que les gens ils nous ont colonisés, quand maintenant on n'est plus colonisé, même on va continuer toujours dans les traditions. Voici un autre fait. L'avant-dernier fait. Serait-ce une sorte de néocolonialisme ou une inféodation sociologique, le fait qu'on interdise la dot
au profit du mariage légal. Est-ce que les gens se posent la question, est-ce que c'était un néocolonialisme, une forme de néocolonialisme, bien sûr socio-culturel, ou encore une inféodation socio-culturelle de la culture, je dirais, africaine par la culture coloniale? Et enfin, est-ce que le législateur percevait la dot comme, je dirais, un acte immoral, en ce sens que la dot semblait être une sorte de cession mercantile, marchande de la femme, comme le prétendaient certaines personnes. Certaines personnes aussi disent que non, c'est parce que le législateur voyait la femme comme quelqu'un qu'on achetait à travers la dot que le législateur a censuré la dot. Donc voici les réelles questions auxquelles il fallait répondre hier. Et même qu'il convient d'affronter à présent dans nos sociétés africaines post-coloniales. Et les personnes bien placées pour répondre à ces questions-là, dans le contexte de notre nation, mais c'est les législateurs. Et dans le contexte de l'Église, c'est qui? Mais c'est les pasteurs. Je suis à vous. Alors, moi, je vais répondre à ces questions. D'accord. Selon vous, personnellement, est-ce que la dot fait de la femme un objet? Absolument pas. Mais certaines personnes cupides et mal intentionnées peuvent instrumentaliser la chose. Sinon, à l'origine, elle est noble. Je suis à vous. Alors, parce que tu ne peux pas venir prendre quelqu'un comme ça. Franchement, ça ne fait pas sérieux. Voilà. Parce que la dot, à l'origine aussi, elle symbolisait la joie et en même temps la peine des parents et des frères et sœurs de voir leur sœur partir. C'est un mélange des deux. Ils sont en même temps heureux pour son bonheur, mais aussi un peu malheureux parce que, bon, quelqu'un les quitte. Donc on célèbre ça, les esprits s'accordent, les cœurs s'accordent, on fête ça. Donc, si vous voulez, l'événement, la solennité a plus de taille que les présents. Les présents étaient juste symboliques. Mais venir exiger 500 millions, 200 millions, 100 millions pour une question de mariage, de dot, ben, les gens avaient commencé à faire autre chose. Voilà. Mais c'était les gens, ce n'était pas la coutume, on se comprend bien. Aucune coutume ne vendait une femme en Afrique, en Côte d'Ivoire. Aucune coutume ne vendait une femme. Les Africains sont respectueux de la dignité de l'homme. Je suis à vous. Alors dites-nous, serviteurs de Dieu, il est évident que les uns soulèvent quand même une série de problèmes bien réels. Vous, qu'en dites-vous, notamment concernant cette question? La prohibition de la dot dans les années passées, est-ce une négation de la culture africaine au profit de la culture occidentale? Absolument pas, Mme Wali. Je vous répondrai pour dire qu'une analyse objective et intelligente de l'histoire politique de notre pays permet inéluctablement et efficacement d'écarter toutes ces hypothèses dont j'ai fait mention tout à l'heure. Pourquoi? Mais parce que la prohibition de la dot dans les années 60 relève aussi bien des motifs sociologiques, je pèse mes mots, que juridiques. Sociologiques que juridiques. Je m'explique. En effet, à l'occasion du 6e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, donc nous sommes en quelle année? En 1966. Feu notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, révélait clairement le motif de l'abandon des coutumes, dont la dot. Dans ses propos, tels que fidèlement rapportés par le professeur Loukou Jean Noël dans son ouvrage intitulé « Anthropologie des discours 1947-1978 », je cite, c'est Houphouët qui parle. « Lorsqu'il nous est apparu que la survivance de certaines traditions constituait un obstacle ou un frein au développement harmonieux de notre pays, nous n'avons pas hésité à imprimer les changements nécessaires. C'est ainsi qu'après une longue campagne d'explication, entreprise par nos militants et nos responsables politiques et administratifs auprès des populations concernées, donc il y a eu des échanges, les gens ont parlementé. Les autorités politiques ne sont pas venues imposer les choses comme ça aux autorités traditionnelles.
Le texte continue en disant des tests essentiels. C'est des tests essentiels ont vu le jour. Deuxième fait, un code civil rénové. Ça veut dire qu'il y avait un code civil qui intégrait, je dirais, le code civil en griffe traditionnel. Non, là on parle d'un code civil rénové. Consacre, je pèse mes mots, la suppression de la polygamie. Donc dans les années 60, la polygamie était supprimée. Et à présent, elle est toujours supprimée. Elle réforme la dot. Un état civil moderne est mis en place. C'est-à-dire que les choses n'ont pas été faites de façon irresponsable, en bafouant la dignité et la respectabilité des traditions respectives de nos peuples. Les choses ne se sont pas passées comme ça, comme on tente de nous le faire croire. Où faut Ivoirien respecter le peuple ivoirien? Ce fut la résultante des décisions collégiales entre les autorités traditionnelles et les autorités administratives et politiques modernes pour que naisse quoi? Une nation, un État dans lequel se fondent, se moulent et se brassent toutes les sensibilités socio-culturelles et coutumières pour l'accomplissement d'un projet commun de société, savoir le bonheur de notre peuple, le bonheur de nos peuples qui sont désormais devenus un dans une nation. Donc la dot constituait bien évidemment pour le législateur de ces années-là, de cette époque-là, et pour les autorités politiques, pour elles, pour ces autorités-là, c'était un frein au développement harmonieux de notre pays. Il fallait bâtir une nation, donc supprimer tout ce qui pouvait servir de quoi? Des divisions. La suppression de la dot s'inscrit donc résolument dans cette logique, la logique de l'unité nationale, pour ne pas que les divergences socioculturelles nous divisent à cette époque de fraîche naissance de l'état de la nation ivoirienne. Et en la matière, les thèmes sont bien choisis. Il ne s'agit pas d'un frein au développement économique ou politique. Non, non, non. La Côte d'Ivoire, je le répète, est un pays multiethnique. Et c'est même une grâce. Il fallait donc rendre cette multiplicité-là, la rendre en tant qu'une richesse pour nous tous. Vous voyez pourquoi les gens ont décidé comme ça? Il ne fallait pas que les diverses coutumes-là viennent à diviser les gens. Et ça allait effectivement diviser les gens. Donc, les gens étant responsables, ils ont liquidé ça. Je suis à vous. Vous l'avez dit, un serviteur de Dieu, pour eux, pour ces autorités-là, la dot était donc un frein au développement harmonieux de notre pays. Mais je veux bien comprendre, hein, en quoi est-ce que la dot, en ce temps-là, aurait pu être un frein, comme ils le disent, au développement harmonieux de notre pays? Merci. Vous savez, chaque coutume célèbre la dot dans ses diversités et dans ses spécificités. N'est-ce pas le cas? La façon dont le peuple, je dirais le grand groupe Akan, célèbre la dot, ce n'est pas la même façon que le grand groupe Malinké ou même Oué et autres célèbre la dot. S'il y a donc une diverse manière de célébrer la dot, cela veut dire que inscrire dans la loi ivoirienne des pratiques coutumières aussi variées que ça aurait constitué effectivement un frein au développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, d'un contexte de construction de l'unité nationale. L'unité nationale n'était pas encore construite, c'est maintenant qu'il fallait construire l'unité nationale. Mais comment on va... il y a un souci. Dites-le moi, mon frère Joël, en tout bon sens. Comment le législateur de 1964 pouvait créer un régime juridique unique de la dot qui contient toutes les coutumes ivoiriennes? Mais ça, répondez-moi, mais c'est impossible. C'était pas possible. Ah oui, absolument. Non, non, non. C'était pas possible. Comment tu vas brasser dans un même texte la coutume des Oué, et au sein des Oué, tu vas prendre les guéris, les Wobé, tu vas venir chez les Akans, tu vas prendre les Baoulés, tu vas prendre les Agniers, tu vas prendre les... Non, comment tu vas le faire? Comment légiférer sur la dot alors que sa pratique diffère nettement d'une coutume à une autre? Il fallait craindre, et c'est normal, de délaisser
en légiférant sur la dot, certaines pratiques de certains groupes ethniques. Étant entendu que la Côte d'Ivoire en comptait plus d'une soixantaine, la tâche paraissait à cette époque-là risquée et constituait un véritable pensum. On voit donc très clairement qu'à la difficulté sociologique s'ajoutait la difficulté juridique. C'est-à-dire, je le termine pour dire que le motif de l'interdiction de la dot dans les années 1964 précisément, ne résidait pas dans le fait qu'elle serait une institution qui donnerait l'impression que la femme était vendue. C'est pas à cause de ça. On a toujours cru que c'était... C'était pas ça. Malheureusement, c'est erroné. Le législateur de 1964 ne s'est pas érigé en juge de la coutume des peuples en Côte d'Ivoire. Que cela soit clair. Le législateur de 1964 a privilégié l'unité nationale et le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Ce que la légalisation des coutumes dont la dot pouvait sérieusement freiner. Où est la stratégie? Que cela soit donc clair. Pour les autorités ivoiriennes d'antan et celles d'aujourd'hui, vu que l'État a une continuité, il ne s'agit pas de censurer le mariage traditionnel. Nulle part les autorités politiques ivoiriennes n'ont interdit aux citoyens la célébration de l'union d'un point de vue traditionnel. Nulle part. La décision qui avait été prise en 1964 concernait le fait de rattacher la dot comme une exigence faisant partie intégrante du processus du mariage civil. Voilà. Mais les autorités politiques ivoiriennes n'avaient pas retiré à la dot, au mariage traditionnel, sa valeur socio-culturelle. Je suis à vous. Mise au point. Alors, donc clairement, la dot n'avait pas été proscrite. Mais elle a été proscrite d'un contexte. Je l'ai dit, elle a été proscrite. Mais ce n'était pas parce qu'on vendait les femmes. La dot dans les années 64 a été proscrite, c'est écrit. La dot, c'est-à-dire la dot ne faisait pas partie intégrante du mariage civil. Ça veut dire que quelqu'un n'avait pas obligation de marier sa femme à la mairie avec, en passant par la dot. Voilà ce que la loi disait. On se comprend bien. Ça dit que vous avez le droit de faire votre mariage traditionnel. Mais sachez que ce mariage traditionnel-là, il n'a pas de valeur juridique. On se comprend bien? Voilà. Alors dites-nous, serviteurs de Dieu, que s'est-il passé alors pour que nous arrivions aujourd'hui à cette situation de confusion concernant la dot, au point même où l'Église en soit affectée? Mais, madame, je vais vous répondre très simplement. C'est que la tradition a résisté à la modernité. Bien que prohibée, la dot a survécu. Et elle s'est imposée comme un sérieux préalable au mariage civil. C'est pas ce qui se passe. C'est ainsi que l'article 21, dans son chapitre 3 de la loi numéro 64-381 du 7 octobre 1964 du législateur ivoirien, interdisait ainsi la dot, a subi une abrogation, on appelle ça une abrogation par désuétude. C'est-à-dire que bien que la loi de 64 ait interdit, l'interdiction là est devenue désuète. Puisque c'est écrit, mais ce n'est plus appliqué. Parce que la tradition a triomphé de la loi. Le test existe dans l'ordonnancement juridique ivoirien, mais il reste inappliqué. Le juge ne pouvant se saisir proprio motu. Et justement, il y a eu par la suite des réformes. Mais ces réformes-là du droit du mariage avaient habilement esquivé la question du maintien ou non, voire même la suppression de la dot. Les réformes ont esquivé cette question. C'est seulement la nouvelle réforme de 2019 sur le mariage qui n'a pas eu peur de ces mots. Et je viendrai pour vous dire ce que la réforme de 2019 dit exactement. Je suis à vous.
Alors justement, on va y aller. Dites-nous exactement cette nouvelle loi de 2019 là, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Et puis je souhaiterais s'il vous plaît qu'on puisse aller droit au but dans cette loi là. Est-ce que la dot est désormais légalisée ou pas? Alors nous allons nous appuyer, Madame Wali, sur un article proposé par M. Baorebi Anissé pour informer davantage sur ce qui a été réellement sur ce qui a été réellement décidé au regard je dirais, des nouvelles réformes législatives de 2019 relatives donc au mariage. Pour ne pas faire long, la nouvelle loi ivoirienne relative au mariage en Côte d'Ivoire a apporté d'importantes innovations en résolvant de manière bien déterminée certaines questions qui constituaient jusque-là de véritables imbroglios juridiques. C'est par exemple le cas de la dot. Je lis pour vous. L'article 104 de la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage dispose en effet: la présente loi, écoutez-moi bien, la présente loi numéro 64, la présente loi abroge la loi numéro 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi numéro 83, c'est-à-dire en 1983, 800 du 2 août 1983 et numéro 2013-33, c'est-à-dire il y a eu encore réforme en 2013-33 du 25 janvier 2013 et la loi numéro 64 de 1964 381 du 7 octobre 1964 relatif aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur le mariage et aux dispositions particulières applicables à la dot. Ainsi, nous passons de quoi? D'une abrogation par désuétude à une abrogation expresse. Pourtant, l'adoption de cette nouvelle loi-là suscite certaines interprétations et interrogations tout à fait légitimes. Et c'est pour cela que moi je suis là sur ce plateau. Je vais préciser ceci. Si la loi interdisant la dot en 1964 est abrogée de la manière la plus expresse possible, est-ce que le législateur ne légalise-t-il pas par la même occasion cette institution coutumière? Est-ce que parce que la loi qui interdisait la dot avait été abrogée, est-ce que cette loi qui interdisait le fait qu'elle a été abrogée veut dire que finalement la dot est comment légalisée? Autre question. L'abrogation d'une loi contenant une prohibition, c'est-à-dire une interdiction, a-t-elle pour conséquence directe de légaliser ce qui était prohibé? Est-ce que lorsqu'une loi contient une abrogation, une interdiction, le fait qu'on abroge cette loi-là veut dire que ce qui était donc prohibé là, maintenant c'est légalisé? Alors, une autre des questions, c'est ce que la loi n'interdit pas, est-il légal? Est-ce que dans la vie même là, tout ce que la loi n'interdit pas là, c'est légal? Alors, c'est là que la définition de ces deux termes-là paraît vraiment indispensable pour répondre à toutes ces interrogations, c'est-à-dire la notion de abrogation et la notion de légalisation. Je suis à vous. Avoir différents thèmes. Ok. On va commencer donc par le premier thème, abrogation. Le premier thème, abrogation, usité par le législateur, je vais le définir pour vous. L'abrogation, c'est la suppression pour l'avenir des effets d'une loi au sens large, je répète. C'est la suppression pour l'avenir des effets d'une loi. C'est ça l'abrogation. Ça veut dire qu'il y a une loi qui est là, qui normalement a des effets en cours. Mais on supprime cette loi pour ne pas que ces effets continuent d'être toujours en cours. On se comprend bien? Voilà. Alors,
pour dire plus simple, c'est l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d'une loi. L'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d'une loi. Elle n'est pas rétroactive. Ah, merci. J'ai envie de vous saluer comme on entend de Corona. Voilà. C'est pour dire, c'est l'expression que j'allais utiliser. Ça veut dire que l'abrogation n'est donc pas rétroactive. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé. On ne rattrape pas ce qui s'est passé. Par contre, ça a pour effet ce qui va venir. Le second thème, c'est la légalisation. Légaliser, c'est faire entrer dans l'ordonnancement juridique. Donc, ce mécanisme d'ordonnancement juridique consiste à attacher des effets juridiques à un fait, à un acte, ou en l'espèce à une institution. Dans ce cas-ci, on est dans le cas d'une institution, la dot. Légaliser la dot consisterait donc à lui attacher des effets, qualifiez ça pour moi, des effets juridiques, comme le mariage civil. Si la dot est légalisée, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on lui confère des effets juridiques au même titre que le mariage civil. Est-ce le cas? Alors, la légalisation est donc le fait qu'on attache une valeur juridique à quelque chose. Lorsque la loi, votée par le Parlement ou le règlement, attache des effets juridiques à un fait ou un acte, ce fait-là ou cet acte-là, il devient comment? Légal. Une fois qu'il y a une valeur juridique attachée à un acte ou à un fait, ça devient légal. Mais sans valeur juridique, ce n'est pas légal. Lorsque la loi attache des effets juridiques à un fait ou à un acte, l'implication principale, c'est que la partie qui s'estime lésée peut visiblement, valablement saisir le juge pour obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Puisque c'est légal, donc je peux aller saisir le juge pour faire valoir mon droit. Il en est ainsi d'un époux qui, par exemple, peut saisir le juge pour obtenir le paiement par l'autre époux de sa contribution aux charges du mariage ou pour obtenir le divorce. Cela veut dire, en clair, que légaliser la dot aura donc pour conséquence de permettre aux personnes qui se sont unies par ce mode coutumier de saisir le juge si elles estiment qu'elles sont comment? Lésées. Cela veut dire que la dot pourrait même être érigée en préalable, indispensable pour célébrer le mariage civil. Puisque la dot, dans ce cas-ci, aurait eu donc une valeur juridique, ça veut dire qu'elle serait donc un préalable au mariage civil. Je m'appelle pour poser la question aux législateurs ivoiriens, aux serviteurs de Dieu. Est-ce le cas? Moi, je vais pour vous répondre que c'est, aidez-moi, non. Je suis à vous. Même dans la nouvelle réforme de 2019, la dot n'a pas de valeur juridique. Elle n'a pas de valeur légale. Alors, la dot n'a pas de valeur juridique, elle n'a pas de valeur légale. Est-ce que la jurisprudence s'applique à ce niveau-là? Merci pour cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des situations que la loi ignore, auxquelles la jurisprudence confère certains effets. Ce n'est pas écrit, mais la jurisprudence confère à cela certains effets. Donc la jurisprudence va procéder ainsi à une certaine reconnaissance juridique. Même dans ces situations, la jurisprudence ne crée pas d'effet juridique. Ça, c'est important. Hein? Même quand la jurisprudence entre en ligne de compte là, la jurisprudence ne crée pas d'effet juridique. La jurisprudence se sert du fait, de l'acte ou de l'institution non légalisée pour reconnaître des droits à des personnes lésées. Donc elle vient juste pour faire quoi? Pour réparer un tort de façon comment? Ponctuelle.
Mais elle ne confère pas de droit juridique. Dès lors, on pourrait poser le problème à ces thèmes. La loi attache-t-elle désormais des effets juridiques à la dot du fait de la jurisprudence? Est-ce que parce qu'il y a de la jurisprudence qui par moment intervient dans les questions de dot, est-ce que parce que cela est ainsi, cela veut dire que la loi ivoirienne attache désormais des effets juridiques à la dot? L'autre question qui se pose est, le juge peut-il être saisi pour connaître d'un contentieux portant sur la dot? Est-ce que parce qu'un homme t'a doté, qu'il y a un contentieux avec vous, tu as le droit d'aller voir un juge? Laissez-moi vous dire que jusqu'à l'heure où nous sommes là, personne en Côte d'Ivoire ne peut donner une réponse à l'affirmative. Pourquoi? Parce que, suivez-moi bien téléspectateurs internautes, dans aucune disposition de la nouvelle loi sur le mariage de 2019, il ne figure un chapitre, il ne figure une section, il ne figure un paragraphe, ni même un article qui prévoit des effets légaux à la dot, qui prévoit des effets juridiques attachés à la dot. Nulle part. Aucun texte, aussi bien législatif que réglementaire, ne prévoit, à notre connaissance jusqu'à l'heure actuelle, des effets juridiques pour la dot. Aucun texte en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez dit qu'il y a aucun texte. Il y a un vide juridique en la matière? Ce n'est pas un vide juridique, c'est tout comme, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de vide juridique. Oh, dans certaines mesures. Sinon, il n'y a pas, c'est écrit. Nulle part dans la loi en Côte d'Ivoire, il n'est écrit que la dot a une valeur juridique. C'est écrit. Mais vous voulez que le législateur dise quoi? Nulle part, ce n'est écrit. Dans ces circonstances, on perçoit difficilement le fondement juridique sur lequel le juge pourra se fonder pour trancher un contentieux portant spécifiquement sur la dot. Puisque rien n'est écrit, comment le juge va se prononcer? Vous ne voyez pas que c'est quand même absurde? Le juge, s'il va se prononcer sur quelle base? Sur ce que dit la loi. Or, la loi ne dit rien quant aux effets juridiques de la dot. Sauf peut-être dédommagement pour concubinage notoire. Sous l'angle de la jurisprudence. Je suis à vous. C'est-à-dire que lorsque les parents justement perçoivent la dot, qu'après le mariage n'a plus lieu, il n'y a pas moyen de réclamer cette dot-là. D'un point de vue coutumier, ils peuvent aller réclamer leur dot. Mais ils ne peuvent pas aller se saisir du magistrat pour aller réclamer la dot. Parce que le magistrat, lui, il ne reconnaît pas la dot, il n'attache pas une valeur juridique à la dot. Il va se prononcer sur quelle base? Peut-être il va se prononcer sur la base, peut-être de faux usage de faux. Je ne sais pas trop quoi. C'est pas si on se comprend bien. Voilà. En tant que chrétien, peut-on vivre ensemble après la dot en Côte d'Ivoire? Vous l'avez bien compris, l'émission est loin d'être terminée. Par la grâce de Dieu, nous vous reviendrons la semaine prochaine pour une position claire qui sera donnée par le serviteur de Dieu, Don Céleste Nabi. Portez-vous bien d'ici là, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. Shalom.